Bonjour et bienvenue. On va décortiquer ensemble les arguments clés d'une longue entrevue donnée par le professeur Didier Raoul. Dès le début, le ton est donné avec ce proverbe. Ça pose un cadre très clair, celui d'une personnalité dont les avertissements, d'après ce qui est dit, seraient un peu ignorés en France, mais commenceraient à trouver un écho de plus en plus fort à l'international. Alors, le fil rouge de tout l'échange, c'est l'idée que plusieurs des positions que le professeur Raoult a tenues par le passé, parfois de manière assez controversée, elles seraient aujourd'hui confirmées par des événements mondiaux. Et pour illustrer ça, voici les points précis qui sont mis en avant. On parle par exemple du retrait des États-Unis de l'OMS, du retrait du vaccin AstraZeneca ou encore des déclarations de l'ancien directeur du CDC américain qui a remis en question le produit de Pfizer. Bref, des exemples où le temps aurait donné raison à ces analyses, toujours selon la source. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première grande critique développée dans cet entretien. Elle vise directement l'approche de la politique vaccinale et plus particulièrement celle menée en France. L'échange s'attaque d'abord à ce qui est décrit comme une pensée binaire qui dominerait complètement le débat public. Cette approche, qualifiée dans l'interview de truc d'informaticien, est jugée totalement inadaptée à la complexité du domaine médical. Et voilà l'argument central qui est présenté. L'intérêt d'un vaccin, c'est toujours une question de contexte. Ça dépend de l'âge, du lieu, de la période, de l'état de santé de la personne. La position qui est rapportée ici n'est donc ni pro ni anti-vaccin de manière générale, mais plutôt une approche au cas par cas. Ce tableau illustre parfaitement le contraste que la source établit entre deux modèles. D'un côté, il y a l'approche française, décrite dans l'échange comme autoritaire, issue d'une philosophie qualifiée de stalinienne, et de l'autre, on a le Danemark, dont le programme est présenté comme ayant la charge vaccinale la moins importante au monde, et qui est même cité en exemple par Robert F. Kennedy Jr. À partir de là, la discussion change d'échelle et s'intéresse aux institutions qui sont présentées comme celles qui influencent ces politiques, avec, en toile de fond, la question des conflits d'intérêts. Pour appuyer ce point, la source met en avant un chiffre, l'historique des amendes payées par Pfizer. Dans l'entretien, l'entreprise est qualifiée comme étant parmi les plus malhonnêtes au monde, et ce passé judiciaire est utilisé pour questionner son poids dans les décisions politiques. Et on continue avec un autre chiffre, cette fois pour illustrer un autre aspect de la critique. Il est affirmé dans l'entretien que des fonds très importants de la fondation Bill Gates auraient été distribués à de grands médias. Ce qui bien sûr soulève la question de leur indépendance éditoriale quand ils abordent les sujets de santé. Tous ces points sont ensuite utilisés pour construire l'argument d'une OMS compromise. Selon la source, le retrait des États-Unis aurait mis les fondations de Bill Gates en position de premier financeur, juste devant un consortium de firmes pharmaceutiques. Il est aussi affirmé que, de ce fait, des pays comme l'Éthiopie n'auraient pas suivi les recommandations de l'organisation. Et c'est là que le propos s'élargit vraiment. Les problèmes de politique sanitaire sont alors présentés comme les symptômes de quelque chose de bien plus vaste, décrit comme un déclin sociétal qui toucherait particulièrement la France. Ce graphique est utilisé pour illustrer cette idée. Il montre que la part de la France dans la production scientifique mondiale serait passée de 6% en 2000 à 2,4% aujourd'hui, d'après les chiffres cités. Et ce chiffre est interprété dans la source comme un marqueur de cette décomposition. Pour parler de la classe dirigeante, l'entretien emploie ce terme de néo-Versailles. L'idée, c'est de dépeindre une élite totalement déconnectée des réalités du terrain, qui agirait depuis un monde factice, un peu à l'image de la cour du roi juste avant la Révolution. Et dans la même veine, la source avance que l'objectif d'amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat aurait en fait provoqué une dévalorisation des diplômes. Le résultat, selon les chiffres cités, serait une baisse du niveau de compréhension, avec 30% des adultes qui auraient des difficultés à comprendre un texte simple. Bon, alors après cette cascade de critiques, quel est le constat final ? Quelle est la perspective qui se dessine à la fin de tout ça ? Eh bien, le tableau d'ensemble qui est dépeint par la source, c'est celui d'une perte de confiance généralisée envers les institutions fondamentales. Le propos suggère un monde où la politique aurait pris le dessus sur la science, où la méritocratie serait méprisée et où les institutions seraient complètement minées par les conflits d'intérêts. L'entretien se termine donc sur cette grande question. Si, comme le postule la source, les systèmes de confiance traditionnels sont en train de s'effondrer, qu'est-ce qui va émerger à la place ? Quel nouveau modèle d'autorité et de connaissance pourrait voir le jour ? La réflexion est laissée ouverte.